Cette semaine, en manchette, on célébrait la fête nationale aux quatre coins du Témiscamingue en fin de semaine. On se déplace du côté de Béarn et de Lorrainville pour voir comment on a souligné cette Saint-Jean 2024. Planification stratégique 2024-2031 de la ville de Ville-Marie. La gestion des logements, le regroupement municipal et la verdure de la ville sont dans les priorités des 7 prochaines années. Le lieu national historique d'Obadjiwan-Fort-Témiscamingue fête la Journée nationale des peuples autochtones. Frank Paulson inaugure son studio à Wenaway, un accomplissement très symbolique pour l'artiste Anishinaabe. Ici William Maillet, bienvenue à votre Info Témis du 26 juin. On est une gang de jeunes, on a décidé de repartir un comité événementiel pour repartir la Saint-Jean à Béarn. On a eu notre première édition l'an passé, donc on est à notre deuxième édition, puis à date, ça va super bien. On a eu quand même une très bonne participation avec 9 participants. Pour la première édition, on était très satisfaits et les gens étaient au rendez-vous pour regarder ce spectacle qui était, ma foi, délicieux. Il faut que les bottines suivent les babines. On a la chance d'avoir du développement de multilogements, c'est super, mais ça, il faut s'y attaquer dans les mois et les années qui arrivent. Le site revêt une symbolique importante. Il y a beaucoup d'ancêtres des Premières Nations qui sont enterrés ici, dans les cimetières catholiques, autochtones, protestants. Donc, c'est un lieu qui est chargé de symbolique pour eux. Puis, nous, on est heureux, en fait, qu'ils rencontrent le public avec nous. Bien, c'est pour donner un message à les jeunes, là, pratiquer nos traditions, parce que c'est important pour nous autres, pour savoir qui on est comme Première Nation. Bonjour, mesdames, messieurs. Ce dimanche, on célébrait aux quatre coins du Témiscamingue la fête nationale du Québec. Les risques de pluie ont toutefois pu occasionner quelques maux de tête aux organisateurs des différents événements. En cette soirée de Saint-Jean-Baptiste, nous nous sommes déplacés aux festivités organisées à Béarn ainsi qu'à Lorrainville pour voir comment on fêtait la Saint-Jean à travers la région. Katia, qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui à la Saint-Jean à Béarn? Qu'est-ce qu'on peut voir aussi pour toute la population de Béarn? On a plein de belles activités. On a des artisans locaux, on a des jeux gonflables pour les enfants, tournoi de washer, on a des musiciens, la maison de la famille qui est ici avec nous. On a aussi une cantine puis un bar sur place. Et toute cette belle organisation-là, ça va être beaucoup de travail. Là. Vous allez avoir eu beaucoup d'heures pour aller chercher les artisans, les jeux gonflables et même du popcorn. Oui, ça a été quand même pas mal d'organisation, mais on est une belle équipe puis on travaille plusieurs mois d'avance pour tout organiser ça. Puis est-ce que vous vouliez aussi un peu redonner à Béarn? Parce que Béarn, ça a été fort il y a plusieurs années. La Saint-Jean, ça a toujours été historiquement une place où ça veillait fort. C'est un peu cette volonté-là de ramener la Saint-Jean à Béarn et de faire une petite journée? Oui, bien c'est ça. On est une gang de jeunes. On a décidé de repartir un comité événementiel pour repartir la Saint-Jean à Béarn. On a eu notre première édition l'an passé, donc on est à notre deuxième édition, puis à date, ça va super bien. La pluie, pas trop de problème aujourd'hui. On a dû sûrement réorganiser les choses. C'est sûr qu'initialement, c'était supposé être à l'extérieur. On a dû repenser un peu à nos plans, mais on a été chanceux. La municipalité a accepté de nous laisser le Sportec à Béarn, donc on a tout fait ça en dedans, puis on a de la place pour tout. Parce qu'on a de la musique aussi. Là. On a combien d'artistes qui vont performer sur la petite scène que vous avez organisée? En après-midi, on a le groupe de Frank, vraiment un bon show. Puis en soirée, à partir de 20h30, on a Guillaume Laroche de Rouyn-Noranda, un super bon artiste d'Abitibi-Témiscamingue aussi. On voudrait surtout aussi remercier la Maison de la famille qui est ici avec nous aujourd'hui, puis le Mouvement national des Québécoises et Québécois, la Caisse des Jardins, puis tous nos autres commanditaires. Alors, ça va veiller ici jusqu'aux petites heures du matin. Après le spectacle, c'est là que ça va se terminer? Non, après ça, on a de la musique qui va jouer jusqu'à temps qu'il n'y ait plus personne. On aimerait bien ça que ça veille assez tard. À Béarn, on aime ça quand ça veille tard. Ce soir, on offre du laser tag, plusieurs jeux gonflables. On a offert aussi des courses de cochons qui est mécanique. C'est vraiment génial. On a aussi des stands de hot dog, de nachos. On a Papa Slush qui est là comme à toutes les années, fier à son poste. Et on a aussi offert le concours de mangeurs de hot dog, la première édition à Lorrainville. Ça a attiré les foules, ça, le mangeur de hot dog. On peut le voir le gagnant en arrière. Vous avez... c'est un grand événement qui a pu amener beaucoup de curieux. Là. Effectivement, on a eu quand même une très bonne participation avec 9 participants. Pour la première édition, on était très satisfaits et les gens étaient au rendez-vous pour regarder ce spectacle qui était, ma foi, délicieux.
Les heures en dedans, vous aviez aussi pour les plus vieux avec la musique. Plus tard, il va y avoir d'autres bandes qui vont jouer. Et avec les jeux en dedans, vous vouliez toucher toute la famille. Oui, exactement. On voulait que ça soit un événement pour les petits et les grands. Donc, à l'intérieur, on avait les jeux gonflables pour les enfants et pour la famille. À l'extérieur, on a des spectacles à partir de 20 h, qui était la Belle Lurette. Et à 22 h, on a les 8 sourcils qui vont jouer sur la scène. Et on a les feux d'artifice qui devraient arriver d'ici pas très longtemps. Là, on voit c'est nuageux, mais on a eu peut-être un peu chaud. Là. Il n'y a pas eu de pluie, finalement. Vous, ça vous a pas trop embêté? Là. Un petit peu, c'est un casse-tête de trouver où mettre les jeux gonflables. Au départ, on voulait toutes les mettre à l'extérieur, mais avec la météo, on a décidé, juste pour que ça soit plus propre, pour que ça soit plus agréable pour tout le monde, de les rentrer à l'intérieur. Et on est content. Là. Le monde a répondu présent. Il y a foule. Vraiment, on est très, très satisfaits. Pour l'instant, on a vraiment beaucoup de gens, plus que ce qu'on espérait. Fait qu'on est très, très, très heureux. Merci, Laurence. Bye! Ville-Marie a présenté la semaine dernière leur planification stratégique qui s'étalera sur les 7 prochaines années. La planification de la ville priorise plusieurs points pour l'avenir, comme le regroupement municipal, la gestion des logements et la gestion d'une ville plus belle et verte. Tout ça est le résultat d'une consultation publique qui aura su mettre en lumière les volontés de la population quant au futur de Ville-Marie. Le maire de Ville-Marie, Martin Lefebvre, nous donne des détails sur cette planification stratégique de la plus vieille ville en Abitibi-Témiscamingue. Martin, on a annoncé du côté de la ville de Ville-Marie un plan sur 7 ans, un plan stratégique avec plusieurs mesures pour rendre Ville-Marie encore belle dans 7 ans. Qu'est-ce qu'on a annoncé justement pour les 7 prochaines années? Bien, écoutez, dans les priorités, il ne faut pas se le cacher. C'est sûr que l'aspect du développement, on a vendu beaucoup de terrains, beaucoup, en tout cas quelques terrains depuis 2-3 ans. Puis on réalise rapidement que du terrain résidentiel, on en a encore quelques-uns. Dans du multilogement, on n'en a plus, ou il en reste un, je pense. Puis dans le commercial, on n'en a pas. Donc, ça fait longtemps qu'on en jase et tout ça. Fait que ça, c'est sûr que dans la partie développement, ça, c'est quelque chose sur lequel on s'y est attaqué dans les mois passés, mais c'est des projets qui prennent quand même pas mal de temps. Il y a des études de sol à faire, toute la question des eaux, là, par exemple, parce que c'est dans le secteur du Provigo qu'on est en train de regarder et analyser avec des liens avec le MTQ, le ministère des Transports du Québec, parce qu'on va avoir une rue qui va pouvoir débuter à partir de l'autre côté du Provigo, mais ça, c'est pas à court terme, là, mais il faut l'avoir en tête, là. Fait que ça, au niveau du développement, c'est sûr qu'on a une obligation là, d'ouvrir de nouveaux terrains, ça, c'est sûr. J'ai parlé aussi lors de la conférence de presse, et vous le verrez dans le document, la partie de regroupement de services. Ça, c'est sûr que c'est fort important. Puis ça ne touche pas qu'avec du ML-Ouest en passant, parce que souvent, c'est ça qui a été véhiculé dans le passé, c'est vrai. Maintenant, quand je regarde avec Lorrainville ce qui se fait depuis quelques mois au niveau culturel, les spectacles pour l'été, d'être capable de ne pas toucher aux mêmes dates, de travailler ensemble pour être complémentaires. Donc ça, c'est une chose. Moi, j'ai organisé 2 rencontres avec les municipalités, entre autres, qui ont les arénas, avec GIG, avec Notre-Dame-du-Nord, avec Lorrainville pour le centre communautaire, par exemple, pour essayer de se dire ensemble, avant de faire ça à une vingtaine de municipalités, tout le Témis, bien, moi, je voulais voir c'était quoi les défis que nous avons dans nos municipalités par rapport à ces infrastructures-là. Après ça, quand on a à investir, tu sais, je pourrais parler des terrains de balle, par exemple, parce qu'il y en a, il y a des beaux terrains de balle aussi éclairés. Nous, on l'a dans notre projet aussi de réfection du Parc des clubs, mais il faut réfléchir fort par rapport à ça, parce que c'est comment on est capable d'être complémentaire sans nuire aux autres. Parce que Ville-Marie a cette intention-là de plus en plus d'être ouvert avec les voisins. Puis pour ça, bien, il faut faire des pas. Puis dans ce sens-là, on ne donne pas des devoirs aux voisins, on s'en donne. Donc, dans la planif stratégique, la question de développement fort importante, la question de regroupement de services fort important. Puis un bel exemple, c'est la régie intermunicipale incendie. Est-ce qu'elle est parfaite? Non. Mais maintenant, au départ, il y avait 6 municipalités. Maintenant, il y en a 9. Tout ça pour avoir une force de frappe, d'avoir des pompiers qui sont disponibles, pompiers-pompières, parce qu'il y a quand même des femmes aussi. Et puis, pour être capable de répondre à l'ensemble, pour avoir des équipements qui sont similaires
similaire quand on a à intervenir. Quand un pompier part de gig qui s'en vient à Fabre, par exemple, pour une situation d'urgence, c'est le même système respiratoire. Donc, je ne veux pas aller dans les détails, mais c'est pour dire que des regroupements de services, c'est fort important. Puis là-dessus, Ville-Marie va toujours être intéressée à regarder comment on peut maximiser nos ressources. Les ressources humaines qui sont difficiles à avoir de plus en plus, nos infrastructures, j'en ai parlé, nos équipements, hein, d'avoir aussi des partages d'équipements qui peuvent être possibles. Puis moi, ce que je trouve d'intéressant, au-delà de notre planif d'aujourd'hui, il y a déjà des petites municipalités là, qui s'assoient ensemble là, dans les mois qui s'en viennent pour regarder ces facettes-là. Donc, moi, ce que ça me donne comme feeling, c'est que on n'est pas à côté de la traque là, d'indiquer ça dans notre planification stratégique. Puis, je vais aussi vous dire, cette planification stratégique-là n'est pas la planif de 7 élus de Ville-Marie. C'est la planif de 3 consultations qui a eu lieu. D'une première qui était ouverte à l'ensemble de la population avec des citoyens, des entrepreneurs, qui était ouverte aux municipalités voisines aussi. On a à peu près 20 de gens, là, des entrepreneurs, des citoyens qui provenaient de d'autres municipalités. On a fait un groupe focus, donc de gens ciblés, avoir aussi des immigrants, parce que cette réalité-là, on l'a chez nous. Fait que ça, on était peut-être une trentaine de personnes là, à l'Audacieux à ce moment-là. Et puis ensuite, le sondage qui est venu compléter, dans le fond, l'information qu'on allait récupérer avec 280 quelques répondants, donc qui venaient de l'ensemble, normalement de Ville-Marie, mais qui pouvaient provenir de d'autres municipalités. Donc, en ayant quand même ça comme source d'information, c'était beaucoup plus facile ensuite, avec Espace Stratégie, la firme qu'on avait engagée, d'aller sur des priorités. Puis c'est sûr que nous, comme un élu, oui, on a un mot à dire, c'est certain, mais de là découlait toute la planif là, qu'on voit aujourd'hui, qui est dévoilée pour les 7 prochaines années. On a aussi nommé une priorité, qu'est-ce qui est écologique, l'environnement. On veut rendre plus vert Ville-Marie. Est-ce qu'on a des secteurs qu'on veut plus mettre des arbres ou qu'est-ce qu'on veut faire justement pour rendre Ville-Marie plus vert? Bien, ça, c'est un défi continuel. C'est sûr que d'avoir une ville verte, je pense qu'on a quand même un beau milieu de vie avec des arbres quand même assez en abondance. Mais oui, il y a des secteurs qu'on peut améliorer. Mais moi, je nommerai surtout dans nos prochaines ventes de terrain, là, par exemple. Si on a un nouveau développement, il faut le savoir, en arrière du Provigo, là, c'est un champ qui est là. Donc, toute l'importance de la verdure, des arbres, de la pelouse, puis qu'on soit dans le résidentiel, dans le multilogement ou dans le commercial, il va falloir qu'on intègre dans nos ventes de terrain, qu'on ait une responsabilité d'entrepreneur ou en tout cas de gens qui investissent, là, d'avoir ça en tête. Non pas la première année, je comprends que le bâtiment, ça nécessite des travaux de terrain puis tout ça, mais qu'ils sachent que ça, on va l'avoir en arrière de la cravate, là, c'est important pour ça. Ça, c'est une facette. Vous savez, demain, mercredi, c'est l'activité Un enfant, un arbre. Ça fait une couple d'années là, qu'on roule avec cette activité-là. Bien, c'est ça aussi. C'est qu'une naissance à Ville-Marie permet à la famille de venir planter un arbre au nom de son enfant. Donc ça va se faire là, au Parc des aînés. Le parc du Centenaire, bon, on a eu malheureusement à couper des arbres là, qui étaient très dangereux et tout ça, mais on avait des arbres à replanter, puis on va toujours aller dans ce sens-là. Ça, c'est fort important. La même chose au Parc des clubs. C'est arrivé dans le passé qu'on a eu à couper des arbres qui étaient très dangereux. Mais on va continuer d'avoir des espaces verts, toujours en tête avec nos citoyens, que l'importance, avant de couper un arbre, réfléchissons, puis c'est vraiment important. Ça, on veut avoir une ville où est-ce que il y a des parties d'ombrage. Quand je dis le moins d'asphalte possible, on comprend que c'est des stationnements et tout ça, mais il faut avoir en tête qu'il ne faut pas juste mettre de l'asphalte, parce que ça, c'est des zones de chaleur. Puis quand on regarde, puis regardons la température d'aujourd'hui, là, on est à la mi-juin, puis Christy, il fait 30 degrés. Là. Donc, il ne faut pas faire semblant qu'on ne le sait pas. Donc, posons des actions et ça fait partie de notre planification stratégique. J'aimerais avoir des précisions sur le côté de la question du logement. Qu'est-ce qu'on va vraiment faire pour rendre ça plus accessible, plus abordable? Parce qu'il n'y en a pas tellement. En ce moment, des logements, c'est ça qu'on
qu'on décrit, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la ville? Bien, il faut absolument continuer à travailler avec le milieu communautaire, parce que qui sont les mieux placés pour savoir où sont les besoins réels? Nous, on en entend parler, là, comme élus, on demeure dans notre municipalité. Maintenant, moi, je pense qu'il faut travailler avec le milieu communautaire, il faut travailler avec les paliers de gouvernement, parce qu'il y a des programmes, mais c'est pas toujours des programmes qui sont si faciles que ça. On dit, ouais, mais les entrepreneurs ont aussi accès, ouais, mais il y a quand même des critères là où est-ce que je pense qu'il y a place à amélioration pour s'assurer que le milieu municipal, que ce soit de Ville-Marie ou d'ailleurs, là, qu'on ait à travailler avec des entrepreneurs, avec le milieu communautaire pour répondre à des besoins. Il faut que les bottines suivent les babines. On a la chance d'avoir du développement de multilogements, c'est super, de quelques résidences, mais ça, il faut s'y attaquer dans les mois et les années qui arrivent. Il ne faut pas juste le dire, il va falloir agir. Et pour ça, le logement abordable il est inscrit dans notre planif stratégique, puis on va travailler fort pour avoir un premier projet éventuellement. Il y en a déjà un petit peu, mais la réglementation aussi n'est pas facile. Dans ce qui existe actuellement à l'OH, l'Office d'habitation, il y a une question de revenus pour pouvoir arriver là. Fait que moi, quand j'entends parfois qu'un logement est disponible, mais qui n'est pas occupé, parce que le critère peut-être du salaire, il faudrait peut-être qu'il soit rehaussé, mais ça, c'est avec des démarches gouvernementales qu'on est capable d'arriver à ça. Fait que ça fait partie de notre planif stratégique, puis ça en prend, puis parce que c'est pas tout le monde qui a les moyens de payer 1 000 $ pour un logement, puis on le comprend. Maintenant, de là à supporter seul comme ville la construction, ça, c'est un autre défi parce que juste l'ouverture de nouvelles rues, c'est des coûts incroyables maintenant. Donc, il faut nager dans tout ça, puis il faut se coller à des gens qui ont le goût de participer, puis trouver là, des bailleurs de fonds pour arriver à ça. Merci, Martin. Ça me fait plaisir. Merci. La Journée nationale des peuples autochtones est maintenant célébrée à chaque 21 juin depuis 1996 au Canada. Au lieu historique d'Obadjuan, Fort-Témiscamingue, c'est aussi une tradition de célébrer cette journée avec les Premières Nations de la région. L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue était présente pour dévoiler la mise à jour de leur formation PIWACA. Le gestionnaire du site, Simon Lacaire, a également présenté une nouvelle exposition qu'on pourra observer tout l'été au Fort-Témiscamingue. Alors, vous avez, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, vous offrez une formation en partenariat avec la communauté autochtone. Vous avez annoncé ça aujourd'hui, un renouvellement de ça. Pouvez-vous donner quelques détails? Oui, donc la formation PIWACA, en fait, ça fait 15 ans maintenant qu'on a commencé à la développer et qu'on l'offre. Donc, on l'a offert à plus de 6 000 personnes déjà. Donc, c'est vraiment une version actualisée pour s'assurer qu'on représente bien les enjeux, les perspectives autochtones, qu'on s'assure d'une belle compréhension, en fait, puis que les gens puissent pousser leur réflexion plus loin au niveau de la réconciliation. Donc, on l'offre avec, à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, mais on l'a développé, on travaille toujours en partenariat avec le secrétariat au service au programme de la Nation algonquine. Donc, nos formations sont toujours développées en partenariat avec des membres des communautés autochtones pour s'assurer de bien montrer leurs perspectives, leurs enjeux, leurs préoccupations, puis qu'on puisse parler, c'est ça, de toutes ces réflexions-là pendant la formation pour travailler vers la réconciliation. C'est pas un nouveau programme, là. Ça fait plusieurs années déjà que ça existe, juste que vous le revampez, ça vous annoncez aujourd'hui? Oui, exactement. Donc, on l'a tout rebrassé. On a mis une nouvelle structure, des nouveaux documents audiovisuels aussi, là, donc des nouveaux vidéos pour venir soutenir tout ça. Parce qu'il y a de plus en plus de nouveaux auteurs, autrices autochtones. Il y a beaucoup de vidéos aussi faites par des réalisateurs autochtones. Donc, c'est vraiment de pouvoir aussi mettre ça de l'avant. Puis de s'assurer que les angles au niveau de nos contenus respectent bien, c'est ça, les volontés, les préoccupations là, des communautés. Ça se fait vraiment main dans la main en partenariat avec la communauté autochtone. Et est-ce que vous le ressentez, on vous le partage, qu'eux autres aussi sont heureux d'y participer et de travailler vers une réconciliation ultimement? Bien sûr. Et puis aujourd'hui, on voulait annoncer la nouvelle version ici à Fort Obidjwan parce que c'est une collaboration entre Témiscamingue First Nation qui gère le parc ici à Fort Témiscamingue Obidjwan ensemble. Fait qu'on trouve que c'est une bonne opportunité aussi sur la Journée nationale des peuples autochtones
d'annoncer une belle initiative qu'on a faite ensemble. Et puis, juste pour dire que on travaille avec l'Université du Québec à Val-d'Or et Rouen depuis plusieurs années. Et puis, on a un partenariat très significatif pour nous autres, avec beaucoup de respect. Et puis, ça fait des années qu'on travaille ensemble. Vous ressentez qu'il y a des effets, là, que ce soit du côté de ceux qui font ce programme ou du côté des Premières Nations. Vous voyez qu'il y a des effets positifs, là, ça marche, ce programme-là. Bien oui, en tant que formatrice, c'est sûr qu'à la fin de la formation, je recueille toujours les commentaires. Puis, tu sais, les gens disent que c'est ça, sont de plus en plus curieux, puis ils veulent continuer. Donc, on invite aussi toujours les participants à dire, bon, bien, à la suite de la formation d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Donc, c'est quoi le prochain pas que vous voulez faire? Donc, tu sais, autant dans les organisations, mais ce que c'est de développer, s'assurer qu'il y a des partenariats avec les communautés, donc pour travailler sur des services qui sont pertinents, qui sont adéquats, qui répondent vraiment aux besoins des communautés. Puis sinon, au niveau personnel, mais tu sais, des fois, c'est de lire d'aller lire des livres d'auteurs, d'autrices autochtones, de s'assurer de regarder des vidéos, vraiment, donc de se nourrir pour mieux connaître, mieux découvrir ou continuer, dans le fond, de connaître ces belles cultures-là. Merci beaucoup. Merci. Merci, Miigwech. Simon, ici à Obadjiwan, Fort-Témiscamingue, vous avez organisé une petite journée pour en honneur de la Journée nationale des peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on offre aujourd'hui là, à toute la population? C'est une journée assez importante parce qu'il y a 3 communautés qui sont impliquées dans l'organisation, Témiscamingue, Wolf Lake, Lac-Barrière. Puis nous, Parc Canada, on est chanceux de les accueillir sur place. Donc, c'est plusieurs activités culturelles. On parle d'un dévoilement d'une exposition d'artefacts autochtones inédits. En fait, des artefacts qui ont été découverts sur place, puis qui ont été rapatriés après avoir été entreposés longtemps par Parc Canada. Donc, on parle de perles de verre, de pointes de projectiles. C'est des artefacts qui ont une grande valeur symbolique parce que c'est la culture autochtone qu'on rapporte en fait ici sur le territoire au Témiscamingue. Parce qu'elle prend une grande place ici à Fort-Témiscamingue, la culture autochtone. Et c'est important pour vous de mettre en valeur ces découvertes-là que vous avez faites sur le site? Oui, c'est important parce que c'est avant tout un poste de traite qui a été mis en valeur, mais ils se sont rendus compte au fil des fouilles archéologiques qu'il y avait une histoire autochtone qui était quand même très riche. Donc, on l'incorpore de plus en plus, sans non plus occulter que c'est un poste de traite, mais on l'additionne en fait à ce qu'il y a ici. Puis la journée, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il va y avoir de la musique traditionnelle, de la danse traditionnelle. Une régalia, en fait, c'est le port de costumes traditionnels avec des cônes clinquants. Puis on parle de nourriture, donc du pain bannique. Donc, il y a plein de belles activités. Il y a même du perlage en direct. C'est une belle journée pour, en fait, rencontrer les Premières Nations. C'est pas tout le monde peut les rencontrer sur une base quotidienne. Puis, donc, on invite la population à venir nous voir aujourd'hui. Puis sinon, à longueur d'année, on fait des activités en partenariat avec eux. Les communautés sont heureuses aussi de venir aujourd'hui, dans le cadre de la Journée nationale des peuples autochtones, venir présenter et montrer au grand public leur rite, leur tradition. Oui, absolument. Ils sont fiers. Puis le site revêt une symbolique importante. Il y a beaucoup d'ancêtres des Premières Nations qui sont enterrés ici, dans les cimetières catholiques, autochtones, protestants. Donc, c'est un lieu qui est chargé de symbolique pour eux. Puis nous, on est heureux, en fait, qu'ils rencontrent le public avec nous. Pour le restant de l'été, ici à Obadjiwan, Fort-Témiscamingue, vous allez offrir d'autres activités, certaines en partenariat avec les Autochtones et aussi d'autres activités d'hiver. Oui, absolument. Il y a le 1er juillet qui est quand même une de nos activités phares. Donc, il va y avoir de la musique, dégustation, il va y avoir du gâteau, il va y avoir des photomatons. Ça, c'est le 1er juillet, entrée gratuite. On a aussi la reconstitution d'un campement de la Nouvelle-France. Ça va être au mois d'août, avec des passionnés d'époque qui vont vraiment s'habiller puis manger comme dans le temps. Il va y avoir aussi un atelier de ceinture fléchée avec l'artisan Michel Beauchamp. Donc, les gens vont être invités à s'inscrire, puis en une après-midi, ils vont confectionner leur propre signet tissé comme une ceinture fléchée. Puis, il y a les visites guidées. À partir de juillet jusqu'à milieu août, on offre une visite guidée de près d'1h30 avec nos fabuleux guides interprètes. Donc, c'est ce qui fait un peu le topo de ce qui s'en vient cet été. Merci, Simon.
Merci, William. La MRC veut savoir où le bois témiscamien va être redirigé pendant la fermeture des usines de Béarn et de Belle-Terre. Elle veut ainsi s'assurer que le Témiscamingue ne voit pas son bois partir ailleurs sans aucun retour pour la région. Les usines veulent également avoir du bois encore à leur disponibilité lors de leur réouverture. Tout ça s'est discuté durant la 3e rencontre sur la crise forestière organisée par la MRC qui se déroulait à Témiscamingue. Il y a aussi été mention que l'usine de Belle-Terre ne devrait pas réouvrir ses portes avant au moins 6 mois. Une rencontre du conseil de la MRC a suivi tout de suite après. Madame la préfète a évoqué le dossier du bureau de la Société d'assurance automobile du Québec de Ville-Marie. Elle demande que les services soient maintenus du lundi au vendredi, comme partout ailleurs au Québec, alors que le bureau de Ville-Marie s'est vu fermé durant 11 lundis cet hiver. Elle souhaite aussi être rassurée par rapport à la manière de desservir le Témiscamingue par la SAC. Après près de 20 ans de service alimentaire au Témiscamingue, le Provigo de Ville-Marie fermera ses portes samedi prochain pour accueillir une nouvelle enseigne au Témiscamingue, Maxi. Comme l'explique M. Denis Nollet, actuel propriétaire du Provigo et futur directeur du magasin Maxi, l'enseigne Loblaws a décidé l'an dernier de convertir une quarantaine de magasins Provigo en Maxi. Quelques changements mineurs pourront être observés à la réouverture du magasin le jeudi 4 juillet. Plusieurs rénovations importantes seront effectuées plus tard à l'automne pour concrétiser l'arrivée de Maxi au Témiscamingue. Au culturel cette semaine au Témiscamingue, le cinéma du Rift présente Garfield, le film. D'une durée de 1h41, ce film d'animation entre dans l'univers du mythique chat orange qui, encore une fois, sera entraîné par sa passion pour la lasagne dans une tonne de péripéties. Le film sera diffusé à 19h30 vendredi, samedi, dimanche et lundi, ainsi qu'à 10h30 dimanche matin. Vendredi, sur la scène du lac à Ville-Marie, vous pourrez voir gratuitement le spectacle du groupe abitibien Gratoons Platoon, dès 19h. Pendant ce temps, à Wenaway, l'artiste anishinaabe Frank Paulson a inauguré cette semaine son nouveau studio, Sky Dreamer. On peut maintenant apercevoir plusieurs de ses peintures et de ses sculptures sur les murs du studio, qui servira à promouvoir l'art traditionnel anishinaabe à l'aide d'ateliers de création artistique. Situé juste à côté de la demeure de M. Paulson, ce studio est une fierté pour l'artiste maintenant âgé de plus de 70 ans. Nous avons discuté avec lui lors de la grande inauguration du studio Sky Dreamer, jeudi dernier. Franck, vous inaugurez aujourd'hui un studio ici à Wenaway pour les jeunes artistes de la communauté. Pouvez-vous un peu expliquer c'est quoi votre parcours jusqu'à arriver aujourd'hui à créer un studio? Bien, c'est pour donner un message à les jeunes, là. Et c'est des peintures médecine qui aident n'importe qui d'être guéri, pas totalement, là, mais pratiquer nos traditions, comme Sweat Lodge ou bien le smudging, des affaires de même, là. Parce que c'est important pour nous autres pour savoir qui on est comme Première Nation. C'est important de garder la tradition vivante là, dans votre communauté et ramener aux jeunes, rappeler aux jeunes plutôt vos racines. Oui, bien, moi, je suis ici depuis 1952, quand Wenaway a été créé. On vient de l'autre bord du Moffett, là. Mais c'est pour donner de l'information de mes œuvres à les jeunes. Puis tout le monde même pas les jeunes, les autochtones aussi, les non-autochtones aussi. Ils vont dans des écoles françaises comme Rouen, Val-d'Or, Malartic, Sainte-Terre, Macamic, puis pas mal partout depuis 10 ans, là, je fais ça. Puis je m'en vais à New Brunswick, Mariah, là, dans une semaine. Oui. Vous faites beaucoup de chemin pour initier les jeunes à l'art autochtone et un peu leur donner des bases et leur montrer c'est quoi? Bien, c'est pour montrer, on peut vivre une bonne vie sans le boisson, sans l'alcool, là. Puis on ne serait pas garanti, c'est garanti guéri, mais on sait qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Est-ce que vous cherchez un peu à
à transmettre un message d'espoir que malgré les faux pas, on peut revenir sur le droit chemin et faire quelque chose de beau. Oui, c'est ça, parce que nous autres, comme moi, c'est pas grave ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait à cette heure. J'ai retourné, puis j'ai essayé de faire tout correct. Et ça vous a vraiment aidé, l'art, la sculpture, oui, la peinture, ça vous a aidé à rester sur le droit chemin, ultimement, à guérir de ces épreuves-là? Oui, puis ça me raconte beaucoup de monde, puis non autochtone. J'ai fait des travaux pour la Suisse, Switzerland. J'ai vendu en Californie, puis je travaille avec un organisme de Colombie-Britannique, puis ça a tout changé ma vie depuis 32 ans. Ça fait plusieurs années que vous sculptez, vous faites de la peinture. C'est devenu un peu votre... Est-ce que vous pouvez en vivre aujourd'hui ou c'est encore un passe-temps? Bien, moi, je fais ma vie avec ça. Je fais ça... J'ai vendu les 13 Grand-Mères Lune à Gatineau, là. Ça s'appelle le Québec Musée historique. Oui. Il va rester là pour toujours. Puis les jeunes vont regarder ça, tout bien veut être narcisse un séjour. Ça doit être une fierté d'avoir ces reconnaissances-là un peu à travers le Canada, même à travers le monde. Vous avez parlé de la Suisse. Ça doit être une fierté, ultimement, de reconnaître tous les travaux que vous avez faits. Oui, bien, c'est parce que des gens comme vous autres qui font ça sur le TV, des gens de mon communauté qui font ça. Moi, je parle de pas juste les Autochtones, les non-autochtones. J'ai beaucoup d'amis non-autochtones. Puis si j'avais resté avec Boisson, ça serait pas de même, c'est sûr. Est-ce que le Franck d'il y a 30 ans, il serait fier de voir aujourd'hui le chemin qu'il a parcouru pour arriver aujourd'hui à ouvrir un grand studio dans son village de Wenaway? Oui, c'est bien... Ça me touche mon cœur que quand je fais ça pour moi-même, pour commencer, puis aider les jeunes. Puis n'importe qui veut prendre la peinture puis créer quelque chose. C'est ouvert pour tout le monde. Tout le monde peut venir s'initier et apprendre sur la culture autochtone et les manières traditionnelles, ancestrales de produire de l'art. Oui, mais parce que aussi, je vais inviter les non-autochtones pour travailler avec moi. On va faire des œuvres ensemble, collectives, on va travailler ensemble, puis on va faire une sorte de composition, je ne sais pas encore. Mais ça serait pour des amis, anyway. Ouais. Ça, on va continuer plus longtemps qu'on peut à partager la tradition autochtone et les manières ancestrales de faire ce que vous faites. Ça, vous avez, à travers le Témiscamingue, vous avez quand même plusieurs œuvres qu'on peut apercevoir. Oui. Bien, maintenant, j'ai travaillé à l'école La Sauce. J'ai fait une œuvre, là. J'ai travaillé avec les adolescents, puis c'est beaucoup de fun de travailler avec eux autres. Comme les moins vieux, là, les jeunes primaires, je parle pas de mon diction, là. Je parle qu'est-ce que je vais faire ensemble. Oui. Une jeune de peut-être 27 ans, là, l'enseignant dit, veux-tu dire quelque chose à M. Paulson? Oui, il dit, c'est la plus belle œuvre que j'ai vue dans ma vie, il y a rien que 7 ans. Les jeunes aussi, ça, ils sont fascinés devant vos œuvres que vous faites. C'est des œuvres médecine, puis c'est les couleurs qui donnent vous êtes heureux. Hein? Oui. Oui, ça donne de la vie, là. C'est joyeux comme œuvre. Oui, c'est ça. Oui. Et vous espérez garder le studio le plus longtemps possible, continuer jusqu'à la retraite et encore plus loin de partager la tradition? Bien oui, parce que ma petite fille de 14 ans, là, Serenity, c'est elle qui va occuper de ça après. C'est mon legacy là, qui va continuer avec elle. Oui. Ça va être un héritage pour les futures générations. Oui, c'est ça. Oui. Oui, ça va être tout le monde, tu sais. Oui. Oui, merci beaucoup, Franck. OK, merci. Au sport, les Pirates ont signé un de leurs choix au repêchage de l'année dernière, Maxime Desilets. Assistant capitaine la saison dernière avec les Conquérants de la Sarre,
Maxime a récolté un impressionnant total de 68 points en 39 matchs, tout en ayant été une pièce maîtresse lors de leur conquête du championnat provincial. Le grand attaquant de 6 pieds 2 pouces sera une recrue à surveiller cet automne. Pour les résultats de la dernière semaine dans la Ligue de softball, mercredi, Centre de rénovation FLD ont remporté leur match de façon convaincante face au SC Navin 19-3 à Témiscamingue. Jeudi, les Navins se sont repris en signant 2 victoires convaincantes eux aussi, jeudi face aux Martineaux. Mardi était une grosse soirée de softball avec pas moins de 6 rencontres à travers la région. De passage à Notre-Dame-du-Nord, l'équipe de rénovation H-Godette a perdu sa première rencontre contre les Mickinacs avant de remporter sa deuxième face aux Little Dippers. Les Martineaux ont quant à eux perdu leurs 2 matchs à Wenaway, soit face aux Stingers et aux Warriors. Pour les 2 derniers matchs de la semaine, les Bucks ont gagné le premier lors de leur programme double face au SC Navin pour ensuite baisser pavillon lors du dernier affrontement de la soirée. À la météo, vous devrez sortir la petite laine pour en fin de semaine. On annonce des températures en deçà des normales de saison avec un maximum de 17 degrés pour l'ensemble du territoire. Samedi, la pluie sera de la partie en après-midi avec des orages en soirée et des maximums oscillant entre 20 et 21 degrés sur le Témiscamingue. C'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En mon propre nom, William Maillé, et celui de toute l'équipe, je vous remercie encore une fois d'avoir été avec nous cette semaine. Et en terminant, la Société d'histoire du Témiscamingue vous invite ce samedi à leur souper retrouvailles. Dès 17h30, vous êtes conviés au gymnase de Saint-Bruno-de-Guigue pour célébrer les 75 ans de la Société d'histoire. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine pour une autre édition d'Info Témis. Au revoir!